La République démocratique du Congo enregistre un nouvel élan de solidarité africaine dans sa lutte contre la maladie à virus Ebola souche Bundibugyo. Le président de la République d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, est arrivé ce jeudi 2 juillet à Kinshasa pour une visite officielle consacrée à la riposte sanitaire et au renforcement de la coopération entre les deux pays. À son arrivée à l'aéroport international d'Ndjili, le chef de l'État sud-africain a été accueilli au nom du président Félix Tshisekedi par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. À ses côtés figuraient plusieurs membres du gouvernement ainsi que les directeurs généraux du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies Africa CDC, témoignant de l'importance accordée à cette mission par les autorités africaines. Cette visite intervient au moment où la République démocratique du Congo poursuit ses efforts pour contenir la flambée d'Ebola. Dans cette dynamique, l'Afrique du Sud annonce une contribution de 13,5 millions de dollars américains destinée à renforcer les capacités des ripostes, notamment en matière de surveillance épidémiologique, des prises en charge des maladies, des préventions et des coordinations des interventions. Le programme prévoit une rencontre en tête-à-tête entre les présidents Félix Tshisekedi et Cyril Ramaphosa à la Cité de l'Union africaine. Les discussions porteront sur les mécanismes de coopération sanitaire, les renforcements des systèmes de santé, mais aussi sur les relations bilatérales entre Kinshasa et Pretoria. Le président sud-africain effectuera également une visite à l'Institut national des recherches biomédicales, INRB, institution de référence dans la recherche scientifique et la lutte contre les épidémies en République démocratique du Congo. Désigné champion de l'Union africaine pour la gestion de la riposte aux pandémies, Cyril Ramaphosa est chargé de mobiliser les États membres et des partenaires en faveur d'une réponse coordonnée face aux crises sanitaires. Son mandat couvre notamment la mobilisation des financements, les renforcements des capacités des systèmes de santé africaines, les soutiens aux institutions spécialisées comme Africa CDC, ainsi que des missions de solidarité auprès des pays confrontés aux épidémies. Au-delà de la question sanitaire, cette visite revêt également une portée diplomatique. Les échanges entre les deux chefs d'État devraient aborder plusieurs dossiers d'intérêt commun, notamment la situation des ressortissants congolais vivant en Afrique du Sud, régulièrement confrontés à des actes de xénophobie, ainsi que les moyens de renforcer leur protection. Par cette visite, Pretoria a réaffirmé son engagement aux côtés de Kinshasa, un geste de solidarité qui traduit la volonté de l'Union africaine de privilégier une réponse collective aux défis sanitaires du continent tout en consolidant les liens politiques, diplomatiques et stratégiques entre la RDC et l'Afrique du Sud. Dans cet esprit, l'Afrique du Sud, par son expérience institutionnelle, ses capacités scientifiques, son leadership régional et son rôle au sein de la SADC et de l'Union africaine, peut apporter une contribution importante aux efforts collectifs de riposte. Cette contribution pourrait porter notamment sur l'appui technique à la surveillance épidémiologique, le renforcement des capacités de laboratoire, le partage d'expertise en matière de gestion des urgences sanitaires et la coordination régionale dans le cadre de la SADC. Votre présence aujourd'hui à Kinshasa constitue à cet égard un signal politique fort de solidarité, de proximité et de responsabilité africaine. Nous avons eu également l'occasion de visiter ensemble les installations de l'Institut national de recherche biomédicale, institution de référence de notre pays en matière de surveillance épidémiologique, de diagnostic, de recherche biomédicale et d'appui scientifique à la réponse sanitaire. Cette visite aura permis de mettre en lumière l'expertise congolaise, le professionnalisme de nos équipes scientifiques et médicales, ainsi que la nécessité de renforcer les capacités africaines de recherche, de diagnostic et de préparation aux urgences de santé publique. Nous comprenons pleinement que chaque État a le droit souverain d'organiser, dans le respect de ses lois, la gestion de son territoire, de ses frontières et de sa politique migratoire. Mais nous demeurons convaincus que ces questions doivent être abordées avec humanité, responsabilité, retenue et dans le respect de la dignité de toutes les personnes concernées. À cet égard, nous faisons confiance à la sagesse des autorités sud-africaines
pour privilégier une approche plus équilibrée, conforme aux valeurs de solidarité africaine, afin qu'une issue heureuse, apaisée et respectueuse des droits fondamentaux puisse être trouvée. Monsieur le Président, mon cher frère, votre présence aujourd'hui à Kinshasa illustre l'excellence des relations entre nos deux pays et notre volonté commune de bâtir une Afrique plus solidaire, plus résiliente et plus prospère. Face à Ebola, comme face aux défis sécuritaires, économiques et humanitaires de notre région, la République démocratique du Congo demeure convaincue qu'aucun pays ne peut réussir seul. C'est ensemble, dans un esprit de solidarité africaine et de responsabilité. Il était pour nous l'occasion de discuter sur plusieurs initiatives parlementaires qui sont prises, entre autres la question de la loi sur le référendum, parce que nous constituons 65% de la population. Toutes ces questions ne peuvent pas être réalisées sans impérativement l'apport, les réflexions et surtout l'engagement de la jeunesse congolaise. Et nous sortons de cette audience avec beaucoup de satisfaction parce que le président a éclairé et surtout les zones d'ombre que nous avions avant. Et nous pensons que cette loi va permettre à la population congolaise et à la jeunesse surtout de se prononcer au regard de plusieurs réformes que notre pays va devoir faire face. L'honorable député national élu de la Tchouapa et homme des sciences, Jacques Tcholié Sengekeli, a pris une part active ce mercredi 1er juillet 2026 au forum de haut niveau de plaidoyer pour la participation effective des jeunes dans le processus de paix en RDC. Cette rencontre visait notamment à sensibiliser les jeunes leaders aux différents processus diplomatiques de paix, Washington, Doha, Nairobi et Luanda, à favoriser un dialogue direct entre les décideurs politiques, diplomatiques et la jeunesse, ainsi qu'à identifier le mécanisme d'intégration de jeunes dans la mise en œuvre et le suivi des accords de paix. S'exprimant sa qualité d'honorable député national, élu de la Tchouapa, d'homme des sciences et des citoyens congolais, Jacques Tcholié Sengekeli a insisté sur la nécessité de replacer la jeunesse au cœur des efforts de paix, tout en l'invitant à comprendre les réalités géopolitiques qui entourent les conflits dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les négociations dont vous réclamez ne sont pas un dîner illégal. La prise en compte de vos préoccupations n'entre pas dans le plan machiavélique de Kagame et les autres. Les contextes dans lesquels le jeu ou la géopolitique internationale ou régionale, sinon c'est un parlement de quelqu'un. Le Congo, notre pays, vous savez, est créé en 1885. Pas par notre volonté. C'est une volonté internationale. Et sur ces territoires, il y a énormément de ressources. Et ces ressources sont essentiellement sur nos frontières, du Katanga vers le haut, et la frontière avec l'Angola pour le pétrole, et les autres frontières de l'Équateur, parce qu'on en a 9, sur l'eau et le forêt. Avec mon frère, nous avons le fleuve Oubangui. Nous sommes un seul peuple, mais il y a des gens qui visent notre eau pour qu'elle aille là où on est passé. Mais nous avons une guerre de l'eau. Le forêt que vous voyez là sont sur l'objet des convoitises. Qui doit contrôler le fond bleu ou le fond vert du bassin du Congo? Nous sommes le bassin du Congo, nous avons 60%. Vous allez pas comprendre que Komifac est installé à N'Djamena ou ailleurs. Donc, que ce soit l'eau, que ce soit la forêt, et surtout des minéraux. Aujourd'hui, il y a des minéraux stratégiques, critiques, pour assurer la transition. Et ces minéraux sont malheureusement chez nous. Je dis à l'Institut Royal de Relations internationales de sécurité, c'est bizarre. On voit parfois une couche du pétrole qui arrive et qui s'arrête au milieu du lac. On voit des gisements de coltan qui arrivent et qui s'arrêtent tout simplement sur la frontière mystique des frontières. Alors, ceux qui sont de l'autre côté, qui veulent de l'ordre, qu'est-ce qu'ils vont venir faire? Ils vont venir à l'État pour chercher de l'ordre
Le Congo, c'est un bassin de convoitise. C'est un terrain de conflictualité. Si nous avons 140 groupes armés, ces groupes armés sont les excroissances de puissance régionale. Il n'y a pas une guerre au Congo entre les Congolais. C'est une guerre par procuration. On dit que c'est une guerre déstructurée. Non, c'est une guerre structurée où on connaît qui manipule, qui instrumentalise, qui crée ses groupes armés, où c'est radical. L'avantage du président Félix Tshisekedi, c'est d'avoir cassé cette hypocrisie pour dire l'agresseur c'est Kagame. En conclusion, Jacques Tsholi Esengekeli a estimé que la paix durable passe par la restauration de la souveraineté de l'État congolais, laquelle exige, selon lui, une refondation des institutions et de forces armées. Il a ainsi appelé le jeune à développer une conscience patriotique et à s'engager activement dans la construction d'un État fort, capable de garantir la paix et de défendre les intérêts de la République démocratique du Congo. Cette rencontre a réuni la haute hiérarchie militaire, notamment le ministre délégué à la Défense chargé des anciens combattants Eliezer Tamboué, le chef d'état-major général des FARDC, l'inspecteur général des FARDC, le chef de la maison militaire, les chefs d'état-major des différentes forces, ainsi que plusieurs responsables militaires, judiciaires et experts du secteur de la défense nationale autour du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Dans son allocution, Maître Guy Kabombo Modianvita a qualifié cette initiative d'étape majeure dans la refondation de l'appareil de la défense. Pour Maître Guy Kabombo Modianvita, cette réforme vise à doter les FARDC d'un cadre juridique moderne adapté aux réalités sécuritaires et stratégiques actuelles. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a rappelé que cette démarche s'inscrit dans la vision du président de la République et commandant suprême des FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, axé sur la professionnalisation, la modernisation et le renforcement de l'armée congolaise. La réforme de notre outil de défense constitue une priorité stratégique du gouvernement de la République démocratique du Congo. Elle s'inscrit dans la vision de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et commandant suprême de nos forces. 3 axes majeurs guideront ces travaux. Texte en désuétude ou non appliqué, texte inadapté, texte nouveau. Vous avez donc la responsabilité de traduire ces orientations en texte juridique. C'est pourquoi je vous demande de travailler avec rigueur et surtout avec patriotisme. Les travaux porteront notamment sur l'examen des textes devenus obsolètes, l'adaptation de certaines dispositions aux réalités actuelles ainsi que l'élaboration des nouveaux textes répondant aux défis sécuritaires et institutionnels du pays. À l'issue de cette réunion, Maître Guy Kabombo Modianvita a confié au premier président de la Haute Cour militaire la coordination de la commission chargée de conduire cette réforme. Celle-ci disposera de 3 mois pour proposer un nouveau corpus juridique adapté aux enjeux actuels et futurs de la défense nationale. Après l'étape de la province du Lualaba, le stagiaire de la 9e promotion de l'école supérieure d'administration militaire de Kinshasa sont arrivés ce mercredi 1er juillet 2026 dans la province du Haut-Katanga pour la poursuite de leur voyage d'études. Première étape dans cette province industrielle, l'entreprise publique et structure spécialisée du ministère de la Défense nationale, Afridex, située dans la ville de Likasi. La délégation a été accueillie à son arrivée par le directeur général adjoint chargé de l'administration et logistique, M. Serge Bokana, pour permettre aux stagiaires de bien explorer cette entreprise spécialisée dans la production, la gestion et la régulation de l'ensemble de la chaîne des explosifs civils et militaires en RDC. Un briefing sur la situation générale de l'Afridex a été présenté à ces derniers par M. Mbouyo Marcel, DGA de l'Afridex chargé des questions techniques et opérationnelles. Le jeu de questions-réponses et une visite guidée du site ont permis aux stagiaires d'ancrer la théorie dans la réalité. Donc je considère ces visites comme des parties qui font à ce que nous puissions terminer aussi la formation. On appelle ça beaucoup plus visite guidée. C'est pour bien essayer de voir les connaissances théoriques acquises et les connaissances qu'on peut voir réellement dans les entreprises
pratique pour le cas de Afridex. Ce que j'ai aimé, c'est l'organisation qui a un fondement légal et son fonctionnement prouve à suffisance que la RDC peut aller d'en avant. Nous, en tant que 9e promotion, nous avons un cours appelé audit. Ce cours-là nous amène à comprendre c'est quoi l'efficacité, c'est quoi l'efficience. C'était une visite très importante qui est vraiment primordiale dans le cadre de nos études. Afridex, c'est une structure attachée au ministère des Armées et qui s'occupe du pilotage des explosifs. Délicassi, la délégation des Lesam s'est rendue le soir de ce même mercredi à l'état-major de la 22e région militaire à Lubumbashi afin de présenter les civilités au général de brigade Edi Kapend Irung, commandant de la 22e région militaire. Celui-ci a souhaité la bienvenue à toute la délégation et au nom du chef d'état-major général, le commandant de l'école supérieure d'administration militaire a remis un cadeau pour l'accueil. Au nom de tout l'état-major de l'école supérieure d'administration militaire, nous vous remercions d'abord de votre hospitalité légendaire. Donc on vous donne un trophée de remerciements. Un grand merci pour votre accompagnement et votre apport au niveau de la formation de nos stagiaires. Le ministre des Droits humains, Maître Samuel Bemba Kabouya, a par un communiqué de presse porté à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, 2 militaires rwandais et 2 éléments de l'AFC 123 ont procédé à l'exécution sommaire d'au moins 10 jeunes Congolais, l'arrestation arbitraire d'au moins 100 autres jeunes et à des actes de torture et traitements cruels, inhumains et dégradants. Ces jeunes manifester leur joie et chanter à l'honneur du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de l'équipe nationale de football, les Léopards, victorieuse face à l'Ouzbékistan. Le ministre a condamné avec la plus grande fermeté ces violations graves et massives des droits de l'homme et demande la libération immédiate et sans condition de toutes les personnes détenues et la cessation de toute forme d'intimidation, des représailles et des violences à l'encontre de paisibles populations civiles. Enfin, face à l'ennemi, le ministre a appelé les populations des villes et territoires sous occupation au courage, à la résilience et au patriotisme. À quelques jours des manifestations annoncées par l'opposition pour le 8 juillet prochain contre le projet de révision constitutionnelle, l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, a annoncé la mise en place d'un important dispositif d'observation. L'Organisation des défenses des droits de l'homme a indiqué qu'elle déploiera ses observateurs dans plusieurs villes du pays, notamment à Kinshasa, afin de suivre le déroulement de ces manifestations dans un esprit d'indépendance et d'impartialité. Selon l'ACAJ, cette mission consistera à observer les comportements des organisateurs, des manifestants, ainsi que celui des éléments de la police nationale congolaise chargés d'encadrer les rassemblements et les cas échéants d'assurer le maintien ou le rétablissement de l'ordre public. L'organisation a précisé que ces observateurs ont été formés aux normes nationales, régionales et internationales qui encadrent les manifestations à caractère politique et la protection des droits fondamentaux. L'Association congolaise pour l'accès à la justice a affirmé que cette démarche s'inscrit dans sa mission de promotion de l'état des droits et de défense des droits humains. À l'issue de cette opération, un rapport d'observation sera rendu public afin de présenter les constats effectués sur le terrain. En attendant cette échéance, la CAJ a appelé l'ensemble des acteurs concernés, notamment les autorités, les forces de l'ordre, les organisateurs et les manifestants, à faire preuve de responsabilité et de retenue. L'objectif, a-t-elle souligné, est de garantir le respect des libertés publiques tout en préservant l'ordre public et d'éviter tout acte susceptible d'entraîner des violences ou des atteintes aux droits humains. Avec à sa tête le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, la caravane des infrastructures, initiée pour attirer davantage de visibilité sur les réalisations en cours sur la route nationale numéro 1 et sur certains de ses projets connexes, a atteint la localité Ngouba à la jonction avec la route nationale numéro 39 au petit matin de ce mercredi 1er juillet 2026.
Lors de cette dernière journée, la caravane est partie de Kamina pour Ngouba, soit un parcours de 295 km, dont 60% sont encore en terre et 40 déjà revêtus ou en cours de revêtement. Nous sommes là sur les lots 5 et 6 du projet où 10 ponts définitifs ont déjà pris la place de ceux métalliques devenus vétustes. Ça sera le cas très prochainement du pont Bundwe à l'entrée de la cité de Bukama où le ministre a fait un stop bien particulier. Ce pont, plusieurs fois victime de la surcharge des camionneurs, est pourtant indispensable pour le trafic sur la RN1 dans cette zone. Un jour auparavant, la caravane avait parcouru 417 km des lots 2, 3 et 4 allant de Mweneditu à Kamina. Ici, les entreprises font tout pour maintenir la praticabilité de la route en toute saison, pendant que l'étape de modernisation démarre petit à petit et se précise davantage, notamment avec l'installation des sites de production des agrégats utiles aux travaux. Le lot 1, qui va de Mbujimayi à Mweneditu, est quant à lui suffisamment avancé en revêtement. On y circule très aisément. Les travaux se concentrent actuellement vers la ville de Mweneditu et cette saison sèche sera mise à profit pour les boucler. Pour rappel, le projet de finalisation des 850 km allant de Mbujimayi à Ngouba sur la route nationale numéro 1, porté par le ministère des Infrastructures et Travaux Publics et piloté par l'Agence congolaise des grands travaux, vise à donner corps au corridor de Banana d'ici fin 2027. C'est une infrastructure qui est vitale pour l'indépendance économique de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo et le Royaume de Suède, deux pays amis qui entretiennent d'excellentes relations et une coopération solide, ont franchi une nouvelle étape dans leur partenariat stratégique avec la signature d'un accord consacré au développement du secteur énergétique. Cet accord repose sur une collaboration à long terme axée sur le transfert de connaissances, le renforcement des capacités, la formation des cadres, les échanges d'expertise ainsi que la mobilisation du savoir-faire suédois au service du projet Grand Inga. Cette coopération marque une avancée significative dans le processus de développement du projet Inga 3. Au nom du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le directeur de cabinet adjoint en charge des questions économiques et financières a salué la conclusion de ce partenariat entre la RDC et le Royaume de Suède. Au-delà du symbole politique fort, ce protocole d'accord revêt une importance capitale pour la maturation technique et institutionnelle du grand projet INGA. Grâce à ce programme de capacitation, l'ADP RDC pourra bénéficier d'un transfert de compétences de haut niveau dans les domaines de la gouvernance de projet, de la gestion environnementale et sociale, ainsi que dans la planification énergétique stratégique. Forte de son expertise reconnue dans le domaine de l'énergie hydroélectrique, la Suède a réaffirmé son intérêt pour le projet Grand Inga qu'elle considère comme un projet structurant dont les retombées dépassent les frontières de la RDC. L'accès à une électricité stable est une condition préalable au développement d'un pays. En s'engageant aux côtés d'Inga, la Suède souhaite contribuer à garantir à la population congolaise un accès élargi à l'électricité, tout en créant les conditions nécessaires au développement d'une industrie locale capable de générer des emplois et d'augmenter les revenus. Pour sa part, le comité de gestion de l'Agence pour le développement et la promotion du projet Grand Inga, ADPI en sigle, représenté par son directeur général, s'est félicité de la signature de cet accord, estimant qu'il contribuera au renforcement des capacités techniques, financières, institutionnelles et environnementales des équipes en charge de la mise en œuvre du projet. Clôturant la série des allocutions du jour, le secrétaire général aux Affaires étrangères a également salué l'apport financier de la Banque mondiale qui a approuvé en février 2026 un crédit de 250 millions de dollars à titre de première phase d'un programme d'1 milliard de dollars américains visant à poser les bases durables dans le processus de développement du projet Inga 3.
La République démocratique du Congo s'incline devant l'Angleterre sur la note de 2-1 ce mercredi 1er juillet 2026 à Atlanta et voit son aventure en Coupe du Monde s'arrêter en 16e de finale. Longtemps menée par la RDC, l'Angleterre sort des lornières grâce au doublé de son capitaine Henry. Le gardien Lionel Passy, énorme lors de cette rencontre, a retardé l'échéance autant que possible, mais le coaching anglais a payé avec l'entrée des Gordon, double passeur. Les Léopards quittent toutefois la compétition avec les honneurs. Malgré la défaite, ils ont livré une belle prestation face à l'un des favoris du tournoi et ont montré un visage séduisant tout au long de cette Coupe du Monde. Merci aux Léopards pour ces émotions. La tête haute, l'avenir s'annonce prometteur. Rendez-vous au mois de septembre pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Après, on est fiers de nous. Avant le match, on s'est dit que si on doit mourir, on doit mourir comme des guerriers. Voilà, l'Angleterre, c'est une belle équipe. La première mi-temps, on a montré une belle image. On menait au score. On savait qu'en deuxième mi-temps, ça devrait encore être difficile vu l'adversaire qui était là. Je pense que l'air attaquant, il a montré qu'il est un grand joueur et il a marqué le début qui lui permettent de se qualifier. Et voilà, c'est décevant et on est fiers de nous. On est fiers de nous parce que personne ne s'y attendait pas voir les Congo arriver jusqu'à ce niveau. Et voilà. Alors tout le peuple congolais était derrière vous, en commençant par le chef de l'État lui-même. Un petit mot d'espoir à tous ces Congolais qui vous ont soutenu, que ce soit dans la diaspora ou au pays. Moi, je leur dire merci parce qu'ils étaient là à tout moment. Depuis le début de cette campagne, ils étaient là. Le président de la République, tout le peuple congolais, ils nous ont soutenus vraiment du début jusqu'à la fin. On est vraiment fiers d'eux. Je pense que ils ont mérité aussi, ils ont mérité la joie. Voilà, on rentre chez nous. Alors coach, vous vous êtes battu malgré cette défaite. Comme on dit, un léopard meurt les yeux ouverts. Vous vous êtes battu jusqu'à la fin. Qu'est-ce qui n'a pas marché, encaisser 2 buts vers la fin du match? Ouais, aujourd'hui c'est vrai qu'on est déçu parce qu'on y a cru. Et je pense qu'on a fait un bon match et à la fin on concède 2 situations. Et un des meilleurs joueurs du monde nous met 2 buts, c'est dommage. En tout cas aujourd'hui c'est le temps de féliciter les joueurs, ce qu'ils ont montré. Ils ont pris beaucoup d'expérience sur les compétitions et pour jouer contre des équipes comme ça. Et le football du Congo se construit ainsi. On a peut-être manqué un petit peu d'expérience sur la fin, mais c'est l'histoire du football. On apprend et on continue à progresser et on continue la route calmement. Merci coach, courage à vous. Un petit mot au peuple congolais qui vous a soutenu depuis le début, commençant par le chef de l'État lui-même. Un petit mot d'encouragement. Je sais que vous vous êtes battus comme des garçons jusqu'à la fin. Oui, on s'est battu à l'image du peuple congolais. Je pense qu'on a proposé un bon football aujourd'hui contre une des meilleures équipes du monde et on s'est battu. Et c'est ce qu'on va retenir du Congo, qu'au Congo, il y a des bons joueurs et qui jouent dans un état d'esprit irréprochable. C'est important. Bienvenue à la revue de presse des canaux numériques télévision du jeudi 2 juillet 2026 qui s'ouvre par le quotidien indépendant d'information générale, le journal La Tempête des Tropiques, pour qui, selon son premier avant-titre qui traite de la déstabilisation de la RDC via l'AFC M23, l'ONU pointe Joseph Kabila. On lit cela dans la manchette du journal. Et pour y croire, il suffit de se retrouver en page 3 pour lire que Kigali et Kampala également épinglés dans le pillage
l'image de la RDC via leurs supplétifs. Au canard de préciser qu'un nouveau rapport du groupe d'experts des Nations Unies jette un pavé dans la mare politique et sécuritaire de la RD Congo. Ce rapport confirme les accusations portées depuis belle lurette par Félix Tshisekedi contre son prédécesseur Joseph Kabila. Dans la même source, la tempête signale piller en Ituri des centaines de millions de dollars d'or exploités clandestinement via l'Ouganda. Par ailleurs, au sujet de l'épidémie d'Ebola, l'observation du canard indique que de millions de Congolais menacés de pauvreté. Au journal La Référence Plus, qui arrive en deuxième position de notre analyse, on apprend qu'un plaidoyer pour une gouvernance responsable des ressources naturelles, la RDC préside le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Dans le même canard, parlant du message du 30 juin, Félix Tshisekedi calme le jeu autour du débat sur la Constitution. Cependant, à propos du 66e anniversaire de l'accession du pays à sa souveraineté nationale et internationale, le confrère écrit « La RDC fête son passé pendant que son peuple attend toujours son avenir, qui n'arrive toujours pas, et c'est triste ». En troisième lecture, arrive le journal Le Potentiel qui écrit sur son leader « Église, révision de la Constitution ». Le prêtre de Kananga recadre le débat. Pour pénétrer la philosophie du confrère du journal Le Potentiel, la page 3e du quotidien rapporte que le message pastoral publié le 19 juin par la Synco continue d'alimenter les débats sur une éventuelle révision de la Constitution. Une mise au point signée par l'archidiocèse de Kananga introduit une nuance majeure dans le paysage ecclésial et politique. Sans remettre en cause l'autorité des évêques ni contester leur mission prophétique, ces prêtres rappellent que la Constitution de la RD Congo prévoit elle-même les mécanismes de sa révision et que le débat démocratique ne saurait être confisqué. Et là, ces prêtres oublient et n'établissent pas nettement un distinguo entre le changement de la Constitution et la révision constitutionnelle. Deux choses différentes. En sport, les Canards s'arrêtant net sur la manchette pour parler du Mondial 2026, il écrit « Héroïque, la RD Congo tombe face à l'Angleterre mais sort par la grande porte ». Ça c'est bien. Et bravo à notre 11 national, les Léopards. Enfin, nous allons clore cette revue de presse par le journal Forum des As qui parle de Kimbembe Mazunga à Bumba Lubaki et explique de ce fait que Kinshasa, la capitale, refuse de redevenir Léopoldville. Écrit les Canards en leader avant de titrer en manchette Kananga. 16 prêtres fustigent les menaces contre les clergés. Ils déplorent les actes de violence et les saccages de biens de l'Église en réaction aux divergences autour de la révision constitutionnelle, si tel est vraiment le cas. Révélation du chef de l'État en Ituri. 319 millions de dollars retenus pour la matérialisation du plan national de riposte contre Ebola. Ça c'est bien. Et pour finir, revenons sur la Coupe du Monde 2026. On lit que le Léopard quitte la compétition avec honneur. Et le rendez-vous est donc pris pour 2030. Merci à tous. À la prochaine.